l'invité de l'actu. Bonjour Jonathan Freund. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes médecin urgentiste à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous faites partie de ces visages qui régulièrement nous ont tenté de nous alerter, parfois de nous expliquer, de comprendre ce qui se passait avec le coronavirus. Quand vous voyez ces chiffres, 250 étudiants testés positifs dans la seule école centrale à Lyon, est-ce que vous vous dites qu'il y a quand même urgence dans les universités? C'est pour vous un des signaux à prendre très fortement en compte? Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on voit une sorte de péril jeune. Voilà, c'est les jeunes, c'est chez les jeunes que ça se propage énormément, avec le risque que ça touche d'autres classes d'âge. Et c'est vrai qu'on a vu récemment, alors on nous a beaucoup parlé cet été des rassemblements de jeunes, des pique-niques, etc., sans qu'on ait eu l'impression que ça avait beaucoup d'impact. Mais là, clairement, on dirait que dans les facultés, dans les écoles, les week-ends d'intégration, en tout cas les débuts d'année, ont été propices à plusieurs fêtes ou réunions qui ont eu des conséquences assez fortes, comme vous le dites. Une grosse proportion des jeunes étudiants a été touchée. Est-ce que c'est vraiment un péril? C'est-à-dire que je me permets d'être un peu provocante là-dessus, mais quand on entendait Eric Combe au début de l'été, professeur très respecté, qui disait, et je le cite, « En laissant les jeunes se contaminer, ils participeront à l'immunité collective qui sera de ce fait plus importante, sinon on les gardera comme un réservoir de maladies. » Est-ce qu'au fond, si ça reste chez les jeunes, c'est une si mauvaise nouvelle que cela? Alors, avec Eric Combe, on n'est pas toujours d'accord. Mais quand il a dit ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Avec quelques mesures, évidemment, il faut être un peu malin, c'est-à-dire s'arranger pour que ça reste entre les jeunes. Je pense qu'on n'a pas d'alternative. Mais ayant dit ça, je ne suis pas sûr que c'est complètement sa politique officielle, mais là-dessus, je le rejoins complètement. Et si on dit ça, le problème, c'est que si on dit ça en fait, comme au fond, les jeunes ne devraient en ce moment ne voir que des jeunes. Oui, idéalement. Idéalement, oui, c'est sûr que d'ailleurs, on se rend tous compte que si vous êtes quelqu'un à risque et que vous avez dans votre famille un jeune qui vient de passer son week-end d'intégration, bon, maintenant on a bien compris, attendez un petit peu avant de le recevoir à la maison. Il faut faire attention, mais pour eux, est-ce que c'est un péril aussi? C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il n'y a quasiment pas de cas graves chez les jeunes, mais quasiment pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. C'est un risque. Il y a tous les risques. Le risque est très très faible, mais il existe. Alors s'il y a des dizaines et des centaines de milliers de jeunes qui se contaminent, à la fin il y aura des cas graves dedans. Ça c'est sûr. Il y a des patients jeunes qui sont en réanimation. Je pense à Bordeaux par exemple. C'est pas anodin. Mais la vraie question, c'est quelle est l'alternative? Est-ce qu'on dit à tous les jeunes, ok, vous faites tout pour pas vous contaminer, mais tout pour pas vous contaminer, mais après, et pour combien de temps? Il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on ait une solution. Et donc c'est ça, je trouve, qui manque dans les discours et dans les stratégies. Alors c'est très facile de dire aujourd'hui, comme cette super tribune qui dit on siffle la fin de la récré. On va continuer à infantiliser les gens, les culpabiliser, leur dire faites tout pour ne pas contracter cette tribune le virus. Qui était signée notamment par le professeur Kahn, qui était venu sur ce plateau la semaine dernière, et qui nous disait au fond il faut arrêter les dîners, il faut arrêter les réunions de famille, il faut arrêter tout ça, on siffle la fin de la récré. Vous vous dites non, en fait il faut que ça continue dans une certaine mesure de circuler. C'est vraiment pas ce que je dis, encore une fois. Alors je veux comprendre, prenez le pas temps. Le terme de la récré. Déjà, on ne dit pas la fin de la récré, c'est pas Ouais. sympa de dire ça. Les gens n'étaient pas vraiment en récré. C'était pas Non, on peut pas dire non plus qu'il y ait une L'année insouciance. 2020, c'était pas dingue. Mais ce que je dis, c'est que quelle est l'alternative? Donc moi, je trouve pas ça complètement délirant et pas grave, si vous voulez, sur la stratégie à long terme, qu'il y ait une circulation du virus maîtrisée. Quoi qu'on en dise, elle est maîtrisée. On va vivre avec ce virus, même le gouvernement l'a dit pendant longtemps, on va vivre avec. La circulation, elle existe. Et il y a de plus en plus de cas, c'est vrai, croissance relativement lente dans les régions qui ont déjà été touchées. Mais quelle alternative? On ne peut pas, je pense, mettre tout le monde sous cloche et attendre le vaccin magique. Donc on fait quoi? On fait rien? On fait ce qui se passe en ce moment. Moi, je trouve qu'actuellement, on a une bonne balance bénéfice-risque dans les mesures qui sont prises. Il y a une circulation qui est maîtrisée. Il faut faire gaffe à que ça explose pas. Donc les week-ends d'intégration où vous avez 200 personnes qui se contaminent d'un coup, c'est pas génial. Ça peut faire des gros clusters un peu explosifs. On évite comme ça les grosses contaminations brutales comme on a pu avoir en février-mars. Mais actuellement, je trouve qu'on est dans une espèce de bonne balance bénéfice-risque, d'un équilibre qui semble être pour moi la seule solution. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Un conseil de défense va se tenir à nouveau aujourd'hui, avec à la clé peut-être des mesures plus restrictives, notamment pour la ville de Paris. Est-ce que ça vous paraît nécessaire de restreindre davantage peut-être le nombre de personnes qui peuvent être assises ensemble autour d'une même table? On sait qu'en Grande-Bretagne, par exemple, on ne peut pas être plus de 6 à partager un moment. Est-ce que ça fait partie des mesures dont vous dites qu'elles seraient peut-être pas inutiles quand on regarde la ville de Paris? Non, ça, limiter à 6 les rassemblements familiaux ou entre copains à la maison, je pense que c'est pas une bonne idée. Parce qu'encore une fois, vous dites ça aujourd'hui,
le virus va continuer à circuler. Et donc, ça va durer combien de temps, on quoi? ne va plus jamais se voir à plus que 6. Vous êtes une famille nombreuse. C'est pas de barrière déjà, pour vous. déjà raté, oui. Donc c'est raté. Et en plus, après, toutes les mesures, encore une fois, il ne s'agit pas juste de dire on diminue la circulation du virus, donc c'est mieux que rien. Comme on a beaucoup entendu, hop, on siffle la fin de la récré, on diminue au maximum parce qu'il y a énormément de gens qui sont impactés. Et c'est très difficile à voir l'impact exact, l'impact négatif de chaque mesure qu'on prend. Docteur, quand on compare avec d'autres villes, vous faites partie de ceux qui ont tenté d'analyser la différence ou le parallèle entre les différentes courbes. Vous aviez tendance à dire que Barcelone était comparable à Paris. Quelle est la situation là-bas et est-ce que ça peut nous éclairer ? Alors, Barcelone, effectivement, je connais très bien l'état des hôpitaux là-bas et des réanimations. C'est très, très intéressant parce que Barcelone a été la première ville, pour moi, le premier endroit qui avait été frappé vraiment par la première vague et où il y a eu le premier rebond, résurgence, reprise, appelez-le comme vous voulez. Effectivement, au début, ça montait assez vite, ça fait peur. Hein. Quand on part de zéro, toute montée peut être qualifiée d'exponentielle. Hein. J'ai vu quelqu'un qui montrait les super graphes avec des échelles logarithmiques. Merci, mais non merci. Hein. Quand on est sur les petites variations, on peut pas. On n'est pas sûr de l'évolution de la courbe. On ne peut pas forcément créer des pointillés, quoi. Ouais, déjà voilà, ça c'est sûr. Ensuite, ça a monté. Hein, tout le monde fait des images. Ça a monté et comme ça. Et on est arrivé au plateau au bout de à peu près un mois et demi. Ça a stagné, ça s'est arrêté. Ça a stagné. Donc il y a des entrées régulières en réanimation, mais le nombre d'entrées n'augmente pas. Ce qui fait qu'on arrive. Vous avez les sorties, les entrées, et tout ça, ça va s'équilibrer. Et le nombre d'entrées. Le nombre de patients totalement en réanimation ne bouge quasiment plus maintenant et il est à 10% de ce qu'a connu Barcelone pendant le pic. Donc ça, pour moi, c'était une source d'espoir très, très importante. Maintenant, d'un autre côté, il faut regarder aussi d'autres exemples. Et il y en a un qui me soucie un peu plus, c'est l'exemple de Madrid. Alors Madrid, pour une raison que je ne m'explique pas, qu'on ne s'explique pas, voit cette reprise plus forte que ce qui se passe à Barcelone. Et là, c'est en ce moment, donc... on a les yeux rivés sur Madrid pour avoir un autre modèle de ce qui pourrait se passer. Un mot encore sur le port du masque. Une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine émet l'hypothèse que le port du masque diminue la charge virale inhalée et que du coup, c'est pour ça qu'il y aurait de nombreuses formes asymptomatiques, c'est-à-dire des formes moins fortes de la maladie. Est-ce que ça vous paraît plausible ? C'est très intéressant. Donc, c'est ce qu'on peut surnommer la variolisation de l'épidémie et de la contamination. C'est-à-dire que vous êtes contaminé par un tout petit inoculum et on a l'impression depuis un moment que plus ce que vous prenez dans le nez comme charge virale est importante, plus la maladie va être symptomatique. Mais il y a actuellement beaucoup de choses qui peuvent expliquer le fait que, soi-disant, les malades sont moins graves, mais ça, on n'en sait rien. Mais effectivement, cette hypothèse semble très intéressante. Il y a énormément d'hypothèses. L'immunité croisée aussi était une hypothèse avec beaucoup de papiers. Pourtant, les gens ne s'en saisissent pas. Ils ont trop peur d'en parler. Alors que là, la variolisation, ça fait plaisir à tout le monde. Parce que ça va dans le sens, si vous voulez, des mesures. Ça va justifier d'autant plus les mesures de port du masque. Et donc, forcément, c'est une bonne chose qui justifie l'état actuel des décisions. Merci beaucoup. Merci, Jonathan Freund, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous êtes quand même plutôt rassurant, en tout cas sur la nécessité d'être très vigilant, mais de continuer dans cet équilibre, bon an, mal an, qu'on tente. Oui, je pense qu'on n'a pas le choix. On va vivre avec pendant des mois, voire des années. Donc, mettre tout le monde sous cloche et attendre que ça disparaisse par magie, j'y crois pas. Vous n'y croyez pas. Merci beaucoup.